voudrais tout d'abord souhaiter pour vous-même, vos familles et vos proches une année pleine de succès et de bonne santé. Comme vous le savez, voici 2 mois que le chef de l'État et le Premier ministre m'ont fait l'ainsi honneur de me porter à la tête du département de la santé. J'ai pris la mesure de l'ampleur de la tâche. Les besoins dans le domaine de la santé sont considérables. Les attentes sont pressantes, aussi bien pour les professionnels que pour les populations bénéficiaires. Les problématiques sont automatiquement diverses et variées. Aussi m'est-il apparu nécessaire de vous faire part de notre vision pour le devenir du système ivoirien et de vous indiquer par ailleurs les grandes orientations de l'action sanitaire 2013 et pour les prochaines années à venir. Cependant, qu'il me soit permis, avant tout, de faire un état des lieux sommaire du secteur. Raison pour laquelle je vous demande entre 15 et 20 minutes d'attention. Je vais être un peu longue par rapport à mes habitudes. Je vous remercie. État des lieux. La situation sanitaire globale en Côte d'Ivoire ne reflète pas les potentialités du pays. Les indicateurs de santé, notamment ceux en rapport avec les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, restent figés à des niveaux bas. Le taux de mortalité infantile est de 84 pour 1000 naissances vivantes. Celui de la mortalité maternelle est de 543 pour 100 000 naissances. L'espérance de vie à la naissance était de 51,3 en 2006. Pourquoi cette faible évolution des indicateurs après les États généraux de la santé organisés en mars 1984 et dont le ministre de l'époque était le professeur Alphonse Djimati, et après l'élaboration de 2 plans de développement sanitaire 96-2005 et 2009-2013. Dans le domaine des ressources humaines, bien que les indicateurs progressent favorablement, notamment pour le personnel médical, nous restons confrontés à l'épineuse problématique de la gestion inefficiente de ce personnel et de leur sous-utilisation. On observe en effet une trop grande concentration de ce personnel là où les besoins sont largement couverts au détriment des zones rurales. Je ne peux aborder la question des ressources humaines en santé sans évoquer l'importante question de la double pratique, c'est-à-dire public et privé, pour les fonctionnaires de l'État, et sans dénoncer les problématiques de l'absentéisme exagéré, de l'affairisme pratiqué au grand jour dans les hôpitaux, des abandons de postes ou des refus d'y retourner sans renoncer au salaire. Je ne terminerai pas l'analyse de la situation des ressources humaines sans aborder aussi la problématique de la baisse au fil des ans du niveau de motivation et de conscience professionnelle de nos agents, toutes catégories confondues. À ce constat s'ajoute une sorte de déshumanisation du personnel de santé, qui est décriée malheureusement par les usagers, sans oublier la persistante problématique du racket maquillé en milieu hospitalier. Tout ceci impacte négativement les prestations sanitaires, entraîne une baisse de la qualité des soins, une perte de confiance des usagers en leur système de santé et entache en définitive la crédibilité des services publics de soins. Au niveau des infrastructures sanitaires, la Côte d'Ivoire dispose d'un important réseau d'établissements sanitaires, mais celui-ci est fortement dégradé et inadapté. Il y a une insuffisance de maintenance des immobilisations, des mobiliers et des équipements, sans doute en raison de l'insuffisance des budgets consacrés à la maintenance. En outre, nous observons que les poches de silence sanitaire persistent, en même temps qu'il existe des distorsions à peine croyables, comme par exemple celle qui fait d'Abidjan et sa périphérie la partie du territoire national la plus déficitaire en établissement de premier contact et en établissement de première référence, c'est-à-dire les hôpitaux généraux. Il est à noter qu'Abidjan et sa périphérie concentrent près de 6 millions d'habitants. En matière de financement, il apparaît clairement
que les ressources budgétaires affectées au fonctionnement des services sont dérisoires, comparées bien sûr aux besoins. Le financement des prestations et des activités sanitaires demeure à ce jour dans une plus grande proportion à la charge de l'État en l'absence d'un système de couverture du risque maladie. Au total, nous avons un retard d'investissement dans le secteur de la santé de plus d'une quinzaine d'années. La part du budget de l'État consacré à la santé est bien loin des 15% convenus par le chef d'État de la CEDEAO à Abuja en 2000. Dans le domaine de l'approvisionnement en médicaments et des intrants stratégiques, notre centrale d'achat, l'ex-PSP, n'a pu, au fil du temps, honorer ses engagements comme on l'avait si bien fait dans les premières années de sa création. Du fait du non-paiement de ses fournisseurs et de l'accumulation d'arriérés, elle a fini par perdre sa crédibilité aussi bien auprès de ses fournisseurs internationaux que des fournisseurs nationaux et également auprès de ses clients qui sont les établissements sanitaires. Ce qui justifie d'ailleurs la réforme en cours de cet établissement. Mais au-delà de la réforme de la pharmacie de la santé publique, PSP, l'indisponibilité de médicaments dans les établissements sanitaires relève aussi de la mauvaise gestion des stocks et du détournement pour des usages personnels. Sur le plan de l'organisation du système de santé, la Côte d'Ivoire a opté, depuis 1994, pour la restructuration en districts sanitaires, après avoir développé par ailleurs la stratégie des soins de santé primaire, initiative de Bamako. Cependant, bientôt 20 ans après, la problématique de l'opérationnalisation des districts sanitaires reste entière. Les districts sanitaires et leurs équipes cadres n'ont pas la pleine possession de leurs moyens humains, logistiques et financiers pour assumer leur mission. De ce fait, la réalisation des missions de stratégie avancée et de stratégie mobile pour certains programmes majeurs de santé est devenue rare, voire même inexistante. Le dispositif de soins connaît ses faiblesses d'ordre structurel et des dysfonctionnements qui influencent négativement la production et la qualité du soin. Les hôpitaux ne disposent pas, dans la majorité des cas, de projets d'établissement. Les systèmes de gestion de nos hôpitaux sont d'un autre âge, alors même que nous assistons partout dans le monde à une révolution dans le domaine informatique et dans celui des technologies de l'information. Les textes qui régissent le fonctionnement des hôpitaux, qu'ils soient ceux des EPN ou ceux des non-EPN, sont restés figés depuis plus d'une quinzaine d'années, malgré les changements observés dans la société et de l'environnement, malgré les mutations observées dans les pratiques professionnelles et malgré les évolutions qui tendent vers la mise en place de systèmes de couverture du risque maladie. Pour la qualité des soins, vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, Excellences, Monsieur le Premier ministre, qu'elle mérite que nous nous y attardions un peu plus longtemps. Les abords de nos hôpitaux, notamment des hôpitaux de la capitale et ceux des villes de l'intérieur du pays, présentent un aspect peu attractif. L'environnement interne de plusieurs hôpitaux laisse à désirer. S'ils ne sont pas envahis par la broussaille, ils sont tout simplement abandonnés à la merci des bestioles et autres ruminants. La très mauvaise gestion des déchets hospitaliers sur les sites même de leur production, que sont les hôpitaux, est une menace permanente pour les malades et leurs accompagnants. Les murs de nos établissements sanitaires, souvent un peu trop défraîchis, accueillent en leur sein des patients qui sont constamment exposés, aussi bien aux nuisances sonores, aux nuisances olfatives, qu'aux mouches et moustiques qui les agressent, faute de grilles anti-moustiquaires et des moustiquaires. L'assainissement insuffisant, le manque d'hygiène et l'insalubrité des locaux et des salles ne sont pas des choses rares dans nos établissements sanitaires. Les conditions d'exercice devenues difficiles et l'environnement insalubre aidant font que la qualité des soins est devenue au fil des années une denrée rare dans nos établissements sanitaires publics. Que de frustration et d'insatisfaction des patients et leurs familles. Que de réprobation contre le personnel de santé. Il y a, mesdames et messieurs, Excellences, Monsieur le Premier ministre, une réelle rupture de confiance entre les populations et leur système de santé. Le secteur sanitaire privé
est une composante essentielle du système national de soins. Toutefois, son développement a été insuffisamment organisé et régulé. Les difficultés que nos services éprouvent à présent à réorganiser et à réguler le secteur sont réelles. Les pratiques douteuses et dangereuses sont légion au sein de certains de ces établissements, exposant ainsi constamment nos concitoyens à la mort. La non-conformité, l'illégalité et la clandestinité prévalent au sein des établissements sanitaires privés. Les initiatives d'immatriculation des établissements sanitaires publics ne se sont pas poursuivies. Les relations de la tutelle avec les organisations professionnelles du secteur privé sanitaire sont empreintes de crispation, d'incompréhension, de frustration et de méfiance réciproque. Dans le domaine de la gouvernance, il est à déplorer avant tout l'absence à ce jour d'un code de la santé publique et d'une loi d'orientation générale en matière de santé publique, même si nous savons que ces points sont pris en compte depuis le PNDS 2009-2013. Sur le plan de la gouvernance économique, l'option du tout gratuit, qui avait montré ses limites déjà dans les années 60, se révèle ne pas être une option réaliste pour nos systèmes de santé économiquement fragiles et fortement dépendantes de l'aide extérieure. Dans le domaine de l'aide au développement, nous voudrions tout d'abord nous féliciter de l'intérêt chaque fois renouvelé des institutions d'aide au développement pour le secteur de la santé et remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leurs actions. Nous n'occulterons pas la multiplicité des directions de coordination des programmes de santé qui se chevauchent et qui conduisent à une inefficacité des résultats sur le terrain. Cette préoccupation a été également décriée et partagée avec l'ensemble des partenaires. La responsabilité du ministère, dont j'ai la charge, est également engagée dans cette absence de coordination. Quant au mouvement associatif qui œuvre dans le domaine de la santé, il a quant à lui pris ces dernières années, et dans certains cas, des allures peu rassurantes au plan de la gouvernance, occasionnant parfois un lourd préjudice aux bénéficiaires finaux que sont les populations. Quant aux relations avec les entités décentralisées, les textes d'application n'ayant pas été pris, il n'a pas été possible de définir une véritable plateforme de travail avec ces entités et de faire prévaloir, là où il le fallait, les prérogatives de l'État central, notamment dans le domaine du respect de la carte sanitaire et de l'application des normes en infrastructures et équipements. Enfin, un autre maillon important de l'action sanitaire que constituent les comités de gestion des établissements sanitaires appelés les COGES a perdu de son ardeur au fil du temps, sans doute en raison des modalités d'exercice de ce bénévolat qui sont sujettes encore à des discussions et à des interprétations souvent erronées. Tel se présente, Excellence Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, de notre point de vue, l'état de lieu que nous avons voulu cibler expressément sur les dysfonctionnements et autres insuffisances du système de santé. Comme vous le constatez, nous nous sommes appesantis sur des éléments pratiques. Mais il nous faut tout de suite rassurer les uns et les autres. Le secteur de la santé compte également des avancées notables et des réussites en bien des domaines. Il est clair que, comparé aux années 60, les évolutions positives du secteur sont incontestables. Les paradigmes ont évolué. De nouveaux problèmes de santé ont fait jour, la gériatrie, les soins palliatifs. De nouveaux enjeux et défis se présentent. Les populations s'émancipent. Les rapports et les jeux de pouvoir se reconfigurent en faveur des bénéficiaires. Il nous faut donc à présent apporter des réponses globales ou spécifiques aux nombreuses problématiques évoquées. Nous allons maintenant passer aux orientations générales de l'action sanitaire en 2013. La grande question se pose, quelle est l'orientation que nous entendons donner à présent à notre action, au moment où le président de la République dédie cette année 2013 à la santé. Avant de répondre explicitement à cette interrogation, permettez-moi de vous présenter notre vision globale pour le devenir du système de santé ivoirien. Vision à partir de laquelle découleront les orientations et les mesures spécifiques que nous prendrons pour l'année 2013. Notre vision, après 10 années de crise sociopolitique, au cours desquelles les équilibres ont été rompus et les clivages sociaux exacerbés, il revient de faire jouer au secteur de la santé son rôle
dans le rétablissement et le renforcement de la cohésion sociale. Dans cette optique, il s'agira de garantir à tous les citoyens et à tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien une offre minimale des soins de santé qui puisse permettre à chacun d'apporter sa pleine contribution à l'œuvre de développement du pays. Pour ce faire, il nous faudra réformer en profondeur le système de santé et restructurer l'offre de soins et parvenir dans le même temps à une meilleure organisation de la demande. Le premier principe qui sous-tendra donc cette réforme est celui de la primauté des soins promotionnels et préventifs sur les soins curatifs que nous entendons rappeler et développer. L'adoption de comportements propices à la bonne santé, ainsi que les fondamentaux que sont l'hygiène individuelle et collective, l'assainissement du milieu et de l'environnement, la prévention des maladies évitables par l'immunisation seront davantage prises en compte. Après ces fondamentaux, il nous faudra parvenir à l'échelle nationale à un dispositif de prise en charge des cas des maladies qui soit géographiquement accessible, sociologiquement acceptable, financièrement soutenable et qui permet aux points nantis d'avoir accès, eux aussi, aux soins. Sur le plan de l'organisation du système de santé, nous entendons assumer notre rôle régalien en matière de santé, tout en permettant et facilitant l'intervention de nouveaux acteurs, dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles d'apporter une valeur ajoutée aux actions en cours. Aussi, allons-nous promouvoir une participation plus active du secteur privé, des collectivités locales, des associations communautaires, de la société civile et des organisations professionnelles. En ce qui concerne la priorisation des cibles, les femmes et les enfants constituent le groupe cible numériquement le plus important, comme dans la plupart des pays en développement. Cette frange de la population est la plus vulnérable du point de vue de la morbidité et de la mortalité enregistrée. Les pays qui amorcent leur transition épidémiologique sont caractérisés avant tout par une baisse sensible des indicateurs que sont le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité maternelle. Aussi, pour rester dans la dynamique des engagements de Muskoka, réaffirmons-nous, comme par le passé, la priorité accordée à ce groupe. Notre vision, Excellence Monsieur le Premier ministre, relativement au financement du secteur, est qu'il faille diversifier les sources. Aussi, entendons-nous poursuivre le plaidoyer en faveur d'un apport financier étatique de plus en plus significatif. Nous allons nous contenter de 10% moins du budget de l'État et rechercher d'autres sources de fonds. Je m'adresse à la bonne personne. Il faudra donc créer des conditions qui soient favorables à l'émergence des financements innovants tels que les partenariats publics-privés. Au niveau des ressources humaines, notre vision est que celles-ci doivent opérer de profonds changements au plan des mentalités, au plan de la responsabilisation et de la redevabilité, au plan de l'exercice et des pratiques professionnelles. Sur le plan de la lutte contre les maladies les plus préoccupantes, nous priorisons celles qui menacent constamment la santé des groupes cibles, que sont la mère et l'enfant, avec un accent particulier sur le paludisme, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, le VIH-Sida et la malnutrition. Nous n'oublierons pas, au passage, les maladies non transmissibles comme le cancer et les maladies métaboliques, diabète, hypertension artérielle. Enfin, il nous faudra parvenir à moyen terme à un système de santé adéquatement déconcentré et suffisamment décentralisé. Nous allons aborder nous allons aborder les réformes structurelles et fonctionnelles essentielles. La vision qui vient de vous être présentée appelle des réformes structurelles et fonctionnelles profondes. Nombreuses de ces réformes qui avaient déjà été identifiées lors des États généraux, je vous parlais tout à l'heure de la santé en 1984, n'ont pas toujours eu les conditions favorables pour leur développement ou pour leur implantation, soit une volonté politique, les crises économiques des années 80 et les crises sociopolitiques. L'année 2013, année de la santé, nous donne l'occasion de reconsidérer les dites réformes et de mobiliser plus résolument l'ensemble des acteurs avec ses partenaires autour des problématiques qu'elles véhiculent. Ces réformes structurelles et fonctionnelles essentielles concernent dans l'immédiat. En premier point, la révision des textes en rapport avec les professions de santé. La réforme hospitalière indispensable. La réorganisation des projets. La réorganisation des établissements sanitaires communautaires appelés ESCOM. Je vais juste dire un mot sur les ESCOM.
Leur fréquentation s'est progressivement accrue. Les consultations de médecine générale effectuées dans ces établissements s'élevaient à plus de 40% des consultations totales répertoriées dans le secteur public, dans le district d'Abidjan. Il faudrait donc que nous pensions à renforcer la capacité de gestion des animateurs de ces structures. L'assainissement du secteur privé non lucratif, ça veut dire qu'il ne fait pas de profit. Le secteur sanitaire privé non lucratif, on pense tout de suite aux établissements confessionnels, constitue désormais une autre alternative crédible au secteur sanitaire public de soins. Nous pensons également à l'accompagnement du développement du secteur privé, celui-ci lucratif. Les défis du secteur sanitaire privé lucratif sont nombreux. Les plus importants concernent avant tout l'assainissement du secteur du point de vue de l'observance stricte des conditions d'ouverture en conformité avec la déontologie médicale. Je reprends parce que c'est très important. Les plus importants concernent avant tout l'assainissement du secteur du point de vue de l'observance stricte des conditions d'ouverture en conformité avec la déontologie médicale. Un accent particulier devra être mis sur l'adaptation du code des investissements aux spécificités du secteur et aux dispositions de l'UEMOA relatives à la fiscalité. Enfin, le privé lucratif devrait s'inscrire dans une dynamique de complémentarité de l'action publique dans des domaines spécifiques, comme celui du programme élargi de vaccination. Un autre point, l'application de la réglementation pour l'ouverture des officines de pharmacie. Je tiens à préciser que les conditions d'ouverture des officines et d'attribution des licences d'exploitation seront conformes au texte en vigueur en attendant le toilettage de ces 10 textes. L'opérationnalisation complète des districts sanitaires. Il faudra redéfinir le cahier des charges des districts sanitaires. La poursuite et l'achèvement de la réforme de la PSP. La PSP est engagée dans un processus de réforme qui vise à nous conférer une autonomie financière et une autonomie de gestion. Cette réforme se poursuit et devrait aboutir à une concession de la gestion de type association sans but lucratif à espérer. Une transition. Mesdames et messieurs, Excellence Monsieur le Premier ministre, comme vous le remarquez, les points de réforme structurelle et fonctionnelle qui viennent de vous être énumérés ne sont pas exhaustifs. Bien d'autres problématiques importantes seront prises en compte. Ces réformes seront menées dans un processus ouvert et inclusif en faisant appel à l'ensemble des compétences internes et externes au ministère. Nous ferons appel par ailleurs aux elders, c'est-à-dire nos devanciers dans la profession que je salue ici et que je voudrais que vous saluiez. Les orientations spécifiques pour l'année 2013. Mesdames et messieurs, Excellence Monsieur le Premier ministre, après avoir indiqué les axes des réformes structurelles et fonctionnelles que nous entendons initier en vue d'améliorer notre système de santé, je voudrais à présent aborder avec vous un autre chapitre de l'orientation générale de l'action sanitaire en 2013. C'est celui des solutions pragmatiques et urgentes aux problématiques les plus pressantes qui impactent négativement l'action sanitaire et le système de santé. Il s'agira, pour nous, de réviser le contenu de la gratuité civile, de lancer un appel solennel pour le réarmement moral du personnel de santé. Cette année 2013 doit avoir l'adhésion de tous les acteurs. Il s'agira également de renforcer en urgence le niveau de soins de première référence dans la ville d'Abidjan et sa périphérie. Nous allons rendre pleinement fonctionnelles les formations sanitaires périphériques érigées en hôpitaux généraux. Exemple, nous pouvons attiller à Bobo Sud, notamment en les dotant des capacités d'intervention en matière de chirurgie et de soins obstétrico-néonataux d'urgence, ce qui devrait permettre de réduire la pression sur les CHU qui doivent demeurer des centres de dernier recours et des centres d'excellence. Un autre point, lancer un programme spécial d'extension de la couverture en établissement sanitaire de premier contact dans la ville d'Abidjan et sa périphérie. Projet auquel le Premier ministre tient tout particulièrement. Accélérer la mise en œuvre des interventions prévues dans le cadre du PPU. Je voudrais signaler qu'il est prévu dans le cadre du PND la construction de 450 établissements sanitaires de premier contact à l'échelle nationale
et la réhabilitation de 600 autres établissements existants. Le PPU a déjà équipé 37 établissements sanitaires et réhabilité 6 hôpitaux généraux. Il est prévu toujours dans le cadre du PPU la réhabilitation de 3 centres hospitaliers régionaux, les CHR, et la réhabilitation de 12 hôpitaux généraux. Je ne voudrais pas les citer ici, je pense que vous pouvez les avoir sur le site. Un autre point, réhabiliter et rééquiper les maternités de la ville d'Abidjan et ses environs. Réhabiliter et rééquiper les services des urgences des structures sanitaires. Réorganiser les circuits de prise en charge des cas des urgences dans les communes d'Abidjan et les environs. Introduire des modalités nouvelles de gestion des services des urgences dans toutes les structures sanitaires. Développer des dispositifs de régulation intra-hospitaliers pour les engorgements. Garantir un meilleur déploiement des personnels soignants sur toute l'étendue du territoire. Et là, je voudrais m'arrêter un instant et vous dire qu'à ce sujet, je voudrais vous informer que le gouvernement a procédé au recrutement exceptionnel de plus de 4000 agents, toutes catégories confondues, dont 1276 cadres supérieurs de la santé, c'est-à-dire médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, et ces personnels seront prioritairement affectés à l'intérieur du pays, notamment au niveau des sous-préfectures, jusque-là dépourvues de médecins et d'agents de santé. Il faudra également garantir une distribution géographique équilibrée des établissements sanitaires. J'ai pu vous annoncer ici aussi qu'avec l'appui technique du PNET et sur le financement du PPU, nous disposerons dans quelques jours, je dis bien dans quelques jours, d'une véritable carte sanitaire dynamique. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs et chers partenaires, la mise en œuvre de ces réformes et la résolution de manière urgente des problèmes qui impactent négativement l'action sanitaire ne pourront se faire qu'avec un fort soutien du gouvernement, un accompagnement certain des partenaires techniques et financiers, et avec une adhésion sans faille des professionnels du secteur. Aussi voudrais-je pouvoir compter sur vous, chers collaborateurs. Je voudrais, pour terminer, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, manifester ma reconnaissance au Président de la République, au Premier ministre, à mes collègues du gouvernement, à tous les partenaires qui nous ont fait l'amitié de venir partager notre vision, aux ambassadeurs qui nous soutiennent et qui nous accompagnent, et dont l'appui, nous en sommes certaines, ne nous fera jamais défaut. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous accompagnons Madame la Ministre jusqu'à ce qu'elle reçoive les salutations et les félicitations de Monsieur le Premier ministre. Voilà.